Bonjour, je suis le sergent O'Neill Lebel de la Sûreté du Québec. Aujourd'hui, je vais m'entretenir avec vous de différents types de fraudes qui peuvent survenir. Actuellement, dans la vie courante, il va y avoir des fraudes qui vont être faites avec les cartes de débit, par chèque, par les cartes de crédit, par télémarketing au niveau du téléphone et d'Internet. Donc, c'est beaucoup de choses et beaucoup de choses aussi qui coûtent beaucoup de sous aux gens parce que les personnes vont être fraudées des fois pour quelques sommes minimes, mais quelquefois c'est pour des milliers de dollars. Donc, ça a beaucoup de répercussions sur la vie de tout le monde parce que les assurances, souvent, vont avoir à débourser pour dédommager les cartes de crédit ou les individus, puis c'est toute la collectivité qui va avoir à payer pour ça. Je vais commencer par la carte de débit. La carte de débit, comme vous le savez, ça prend un NIP, un numéro d'identification personnelle pour pouvoir l'utiliser. Malheureusement, encore aujourd'hui, il y a des gens qui donnent leur NIP à des amis et ils prêtent leur carte à des amis. Tiens, va au dépanneur, va me chercher quelque chose et tu reviendras avec. Il ne faut vraiment pas faire ça. Autre chose aussi, c'est qu'il y a des gens, afin d'éviter de mémoriser leur numéro, leur NIP, ils vont l'inscrire quelque part, soit sur la carte même ou bien quelque part dans leur portefeuille. Ce qui veut dire que n'importe qui rentre en possession de la carte ou du portefeuille serait en mesure d'utiliser la carte. Et s'ils ont des pièces d'identité de la personne, ben là, ils peuvent aller chercher jusqu'à 1 000 $ au niveau des transactions journalières dans un guichet automatique. Donc, la carte de débit, il faut faire attention à ça. Puis le NIP, c'est important de le garder pour soi. Il y a une autre chose aussi concernant la carte de débit. Tout le monde utilise ça à tous les jours. Vous verrez là, sur les lecteurs de cartes qu'ils ont mis des genres de petits murets là, pour cacher un peu quand vous pointez les chiffres avec vos doigts. Donc, c'est extrêmement important de vous approcher puis de faire en sorte de cacher un peu le mouvement de vos doigts quand vous pianotez les numéros, parce qu'il y a des gens derrière de vous qui peuvent regarder ça, puis après ça, essayer avec un subterfuge de mettre la main sur votre carte, et là, ils auront mémorisé le NIP parce qu'ils vous ont vu le faire. Okay? Ça arrive encore de nos jours. Je vais vous donner un exemple. Mettons, une dame s'en va au centre d'achat, achète quelque chose avec sa carte de débit, puis là, il y a quelqu'un qui la surveillait, il a pris en note le NIP, et après ça, il va aller à l'extérieur, il va poser des questions à la dame, il peut être de mèche aussi avec d'autres personnes, puis ils vont réussir à mettre la main sur la carte de débit de la personne pendant qu'ils sont en train de discuter avec, soit pour lui demander un service, pour lui demander le chemin pour se rendre quelque part, en tout cas. Ils vont discuter avec, ils vont prendre le temps qu'il faut pour mettre la main sur la carte de débit. Donc, c'est extrêmement important de vraiment se cacher quand on met nos NIP sur les appareils, les lecteurs de cartes. Voilà. Concernant la carte de crédit, il faut que les gens comprennent que même comme une carte de débit, quand vous allez quelque part, vous pouvez avoir un NIP aussi pour soutirer de l'argent sur votre carte de crédit. Donc, il faut faire absolument attention quand vous mettez votre numéro d'identification personnelle. Souvent, il y a beaucoup de gens qui sont craintifs à donner leur numéro de carte de crédit au téléphone, puis ils ont absolument raison. Ce qu'il faut comprendre, là, c'est que si vous voulez transiger avec une entreprise qui est en dehors de chez vous, vous voulez booker un avion, vous voulez booker une chambre d'hôtel quelque part ou acheter un bien dans une entreprise, si c'est vous qui faites la démarche et vous allez chercher les coordonnées de ces entreprises-là vous-même sur Internet ou dans un bottin téléphonique, vous vous assurez de cette façon-là à faire affaire vraiment avec le commerçant. Et le commerçant, il n'a pas intérêt, lui, à faire en sorte de vous frauder parce que c'est l'image de son organisation qui va être en jeu s'il commence à voler ses clients. Par contre, si c'est quelqu'un qui vous appelle chez vous, puis que là, il veut vous vendre quelque chose, puis là, il vous demande votre numéro de carte de crédit pour être en mesure de faire la transaction, ça devient très important de faire attention parce que vous ne savez vraiment pas à qui vous avez affaire. Si vous appelez quelque part pour essayer de réserver quelque chose, c'est normal qu'ils vous demandent votre numéro de carte de crédit parce que eux autres, ça les assure que vraiment vous allez venir sur place. Et c'est possible aussi qu'ils vous demandent les 3 ou 4 chiffres qui sont à l'endos de la carte. Mais ils ne le font pas tous, mais s'ils le font, écoutez, si vous faites affaire avec une place qui est sérieuse, un bon commerçant, il n'y aura pas de problème à le donner. Il faut faire très attention quand vous recevez des appels d'inconnus et qui se font passer pour
travaillant pour telle entreprise, et là, à ce moment-là, eux autres, ils veulent avoir votre numéro de carte de crédit pour vous vendre quelque chose. Et ce sont des habiles manipulateurs. Ils vont parler avec vous, ils vont vous convaincre qu'ils sont en train de vous vendre un bon produit. Et là, vous allez tomber dans le panneau, vous allez leur donner le numéro de carte de crédit. Fait que ça, il faut faire extrêmement attention. Il faut s'assurer de vraiment faire affaire avec une entreprise qui est reconnue. Concernant les fraudes par Internet, ce qui arrive de façon courante, c'est qu'il y a des gens qui vont créer des pages web, des faux sites sur Internet. Ils vont envoyer ça à tout le monde, à toutes les adresses courriels qu'ils ont pu ramasser à gauche et à droite. Donc, ce qui va arriver, c'est que possiblement chez vous, vous allez recevoir des messages que vous n'aurez pas voulu avoir. Et là, il va falloir être très prudent par rapport à ça. Si vous recevez des messages de destinataires que vous ne connaissez pas, vous feriez mieux de les supprimer. Si vous ouvrez par hasard une page web d'un commerce ou d'une caisse populaire ou d'une banque, il faut que vous sachiez que peut-être vous ne faites pas affaire vraiment avec cette institution financière-là ou ce commerce-là. Des fois, ils vont vous présenter des choses alléchantes, des cadeaux, des surprises pour faire en sorte que vous alliez plus de l'avant sur leur page. Puis à un moment donné, ils vont vous demander d'inscrire votre numéro de carte de crédit pour acheter quelque chose, ou ils vont vous demander votre date de naissance ou d'autres informations qui vont servir aux fraudeurs après ça pour faire du vol d'identité. Donc, moi, ce que je vous suggère, c'est quand vous avez des pages comme ça, c'est de les supprimer. Et si vous y allez, puis que vous, quand même, et que vous voyez qu'il y a des choses intéressantes, prenez-les en note. Sortez de cette page web-là, allez sur Google ou un autre navigateur de recherche, et là, tapez le nom de l'institution financière ou du commerce, et là, vous êtes certain que vous allez tomber sur la bonne page au niveau du bon commerce ou de l'institution financière. Et là, vous pourrez vérifier si vraiment il y avait un concours ou si vraiment on essayait de vous vendre quelque chose, où il y avait, mettons, vraiment là, des choses alléchantes là, pour vous vendre. Okay? Il faut vraiment surveiller ça de près. Je peux vous dire qu'il y a des gens qui, de façon régulière, se font avoir avec ce type de fraude-là. Il y a des gens qui ont perdu peut-être une centaine de dollars, mais il y en a qui ont perdu beaucoup de milliers de dollars. Et quand ils mettent l'argent là-dessus, l'argent se retrouve dans des banques à l'extérieur du pays. Les fraudeurs ne sont pas nécessairement le monsieur du coin là, à côté de chez vous. Là. Ça peut être quelqu'un qui peut être dans un autre pays là, sur notre planète. Là. Donc, il faut faire très attention parce que l'argent, elle se promène d'un endroit à l'autre et c'est très dur à enquêter et c'est vraiment pas évident de récupérer l'argent. Donc, il faut faire extrêmement attention quand vous recevez ce type de message-là dans votre boîte de courriel. C'est possible aussi que ces faux messages-là puissent arriver dans vos messages Facebook. Okay? Facebook, là, c'est rendu avec des millions de personnes qui sont là-dessus. C'est un bassin de victimes potentielles assez énorme pour des fraudeurs. Donc, ils peuvent se servir de Facebook pour vous atteindre, pour essayer de vous arnaquer pour aller chercher de l'information. Okay? Fait que je vais revenir quand même aux institutions financières parce que c'est important. Les institutions financières là, ne vont jamais vous contacter par Internet ou par téléphone pour vous demander des informations qu'ils ont déjà dans leur dossier. Quand vous avez ouvert un compte chez eux, vous avez déjà donné probablement votre date de naissance puis votre numéro d'assurance sociale et tout ça. Ils ont tout ça entre les mains. Ils n'ont aucune raison de vous appeler pour vous redemander ces informations-là. Donc, c'est important de ne pas les donner au téléphone. Par contre, si vous appelez à la caisse vous-même, parce que là, pour faire la différence entre le fait que vous appeliez quelque part ou que vous receviez l'appel, il faut être très attentif à ça. Il faut faire très attention quand c'est les gens qui vous appellent. Donc, vous ne donnez pas d'informations. Mais si vous appelez à la caisse, puis que là, eux autres, ils vous demandent de vous identifier comme il faut parce que vous demandez des informations importantes ou vous voulez faire des transactions dans votre compte, c'est bien évident que je n'aimerais pas que quelqu'un qui appelle pour moi dans une institution financière se fasse passer pour moi pour essayer de voler mon argent. Donc, c'est normal qu'à l'autre bout, ils vont essayer de se protéger pour savoir vraiment à qui ils ont affaire. Donc, c'est normal que si vous appelez quelque part et qu'on vous pose des questions qui sont assez pointues là, pour vérifier vraiment votre identité. Tout ça m'amène au vol d'identité.
il faut que vous sachiez que quand vous êtes victime d'un vol d'identité, le fraudeur peut utiliser vos coordonnées personnelles, votre nom, votre adresse, numéro de téléphone, date de naissance, numéro d'assurance sociale. Il peut faire beaucoup de choses avec ça par la suite. Il peut transiger avec des entreprises, il peut ouvrir un compte, mettons, dans un magasin pour acheter des meubles. Il peut aller chez un concessionnaire automobile pour s'acheter une auto. L'entreprise va vouloir faire une enquête de crédit sur cette personne-là. Et là, il y a tous les éléments entre les mains pour être en mesure de vous remplacer, entre guillemets. Donc, c'est bien important de le signaler, ça, okay, quand vous êtes victime de vol d'identité. Il y a 2 entreprises principalement au Québec qu'on peut rejoindre dans ces cas-là. C'est TransUnion et Equifax. Vous avez juste à aller dans le bottin téléphonique ou sur Internet pour trouver les coordonnées. Equifax puis TransUnion, c'est les entreprises que les commerçants autour de vous appellent pour vérifier votre code de crédit. Par contre, vous, si vous êtes victime de vol d'identité, c'est important de les aviser, ces 2 entreprises-là. Et eux autres vont prendre en note les informations. Ils vont entrer ça dans leur ordinateur à l'effet que c'est possible qu'un fraudeur pourrait essayer de nouveau de voler votre identité, de prendre votre identité pour, mettons, transiger avec un commerçant. Si c'est le cas, TransUnion ou Equifax, quand il va y avoir une demande de recherche de crédit à votre égard, ils vont vous appeler. Vous allez leur donner des coordonnées à laquelle ils vont pouvoir vous rejoindre, puis que juste eux le savent. Donc, Equifax ou TransUnion va vous appeler, et là, ils vont vérifier avec vous si vraiment vous êtes en train de transiger, c'est tel commerçant. Et là, si c'est pas le cas, ben, eux autres, ils vont aviser le commerçant, et là, le commerçant pourrait appeler les policiers pour qu'ils se rendent sur place pour essayer d'épingler le fraudeur qui est sur place et qui est en train de se faire passer pour vous. Donc, c'est important de faire ces appels-là, ces 2 entreprises-là, pour vous protéger. Même si vous n'êtes pas victime de vol d'identité, vous pouvez quand même le faire à titre de prévention. Vous pourriez appeler ces 2 entreprises-là et ils vont prendre en note vos informations. Et si un jour il y a une demande de crédit à votre nom, ils vont vous appeler pour vérifier si c'est vraiment vous qui êtes en train de faire ces transactions-là. Voilà. Concernant l'utilisation des cartes de débit et des cartes de crédit, il faut faire attention aussi aux lecteurs dans lesquels on les passe. Ça arrive quelquefois que des fraudeurs vont, à l'insu des employés d'une entreprise, changer le lecteur pour en mettre un des leurs. Et ils vont revenir au courant de la journée, quelques heures plus tard, pour récupérer leur lecteur à eux. Ce qui fait en sorte que ces personnes-là, ces fraudeurs-là, vont avoir enregistré sur leur lecteur à eux toutes les informations qui sont reliées à votre carte de crédit et votre carte de débit, puis après ça, ils vont les utiliser pour vous frauder, pour faire des transactions à partir de votre compte. Donc, c'est important, comme commerçant, de s'assurer qu'on a toujours les yeux sur nos lecteurs pour pas que nos clients se fassent voler. Okay? Les commerçants, là, ce qu'ils devraient faire avec leurs lecteurs, c'est coller quelque chose dessus, je sais pas moi, un petit autocollant de leur entreprise ou avec un crayon, faire quelque chose, écrire de quelque chose sur le lecteur pour faire en sorte que l'employé, à tout moment, quand il fait une transaction avec un client, qu'il sache bien que c'est le sien, que c'est pas un autre lecteur qui est arrivé là puis qui a été inséré à la place du sien. Également, dans nos municipalités du Québec, il y a beaucoup de gens qui sont sollicités chez eux à la porte. On appelle ça du colportage. Il s'agit de personnes qui se déplacent de porte à porte pour essayer de vendre des produits ou services. Il faut que les gens sachent que dans la plupart des municipalités du Québec, il existe des règlements municipaux adaptés à cela. Ça veut dire que si quelqu'un doit faire du porte-à-porte, il doit passer par la municipalité pour obtenir un permis pour faire ça. Et cette personne-là doit le présenter quand elle arrive chez vous. Donc, demandez, première chose à faire, demandez si la personne a un permis de colportage pour se présenter à vous. Puis si elle n'a pas, bien, écoutez, vous êtes libre de faire ce que vous voulez quand vous êtes chez vous. Okay? J'aimerais amener un autre conseil, c'est que même si vous êtes de jour, okay, barrez tout le temps vos portes. Ça veut dire les gens qui sont seuls à la maison là, devraient en tout temps barrer les portes, de jour comme de nuit. Et quand il se présente quelqu'un à la porte, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir la porte pour parler à ces gens-là. Demandez-leur de s'identifier. Si les gens vous présentent des cartes d'affaires, okay? Une carte d'affaires, là, ce n'est pas une pièce d'identité.
quelqu'un peut se faire passer pour quelqu'un d'autre avec une pièce, avec ce type de papier-là. Donc, c'est important que si quelqu'un fait du porte-à-porte, ben, il s'est déplacé d'une quelconque façon. Donc, il y a un véhicule pas loin. S'il y a un véhicule pas loin, ben, il y a un permis de conduire. Fait que demandez toujours aux gens de s'identifier avec une pièce d'identité, comme un permis de conduire, avec une photo. Fait que là, vous êtes certain de faire affaire avec quelqu'un. Si quelqu'un se présente à votre porte et il veut absolument avoir des secours, des fois, il va trouver une raison quelconque pour être en mesure de rentrer chez vous. Écoutez, vous pouvez appeler les ambulanciers, vous pouvez appeler les policiers en faisant le 911 chez vous, puis donner le service à cette personne-là, mais vous n'êtes pas obligé de la laisser rentrer chez vous. Vous êtes maître chez vous, laissez vos portes barrées. Si vous êtes mal à l'aise de faire entrer la personne, bien, vous lui dites, regarde, je vais appeler du secours pour toi, mais regarde, tu restes à l'extérieur. Donc, c'est la même chose pour le vendeur. Vous ne voulez rien acheter, vous n'êtes pas obligé de dire oui. Mais je mets ça dans... Mettons que vous avez dit oui, vous avez laissé rentrer la personne vous a expliqué qu'elle avait un très bon produit, et là, tout d'un coup, vous dites, ben, vous signez un contrat avec cette personne-là. Il faut que vous sachiez qu'au Québec, la loi sur la protection du consommateur vous donne 10 jours pour canceller un contrat avec une personne qui fait du colportage. Donc, si vous réalisez après coup, en demandant conseil à des amis ou des membres de votre famille, que vous leur racontez ce qui vient de se présenter, puis ils vont vous dire, écoutez, je ne suis pas sûr que tu avais vraiment besoin de ça, je ne suis pas certain que tu fais une bonne affaire là, tu aurais pu l'avoir à moitié prix ailleurs. En tout cas, il y a diverses raisons qui pourraient vous amener à faire en sorte que ce contrat-là cesse. Donc, vous avez 10 jours légalement pour annuler ce type de contrat-là. Soyez bien à l'aise aussi que s'il y a de la pression pour acheter quelque chose, appelez votre corps de police. Les policiers sont là pour faire respecter la réglementation municipale entourant le colportage et ils vont être bien contents d'aller vous donner un coup de main. Si la personne n'était pas en droit de faire du colportage, le policier pourra lui émettre un constat d'infraction. Il y a également de la fraude par fausse monnaie. Il y a encore des gens qui font des photocopies de monnaie canadienne. Ça veut dire que vous pourriez être victime de vous faire passer des faux 20 $ ou 10 $. C'est sûr, avec les nouveaux 100 $ et 50 $ qui sont sur le marché, c'est plus difficile pour un fraudeur d'en faire des copies et essayer de les passer. Donc, les commerçants, il faut qu'ils soient très vigilants par rapport à la fausse monnaie qui leur est amenée sur le comptoir. Il y a des trucs pour déceler si vraiment s'il s'agit de fausse monnaie ou non. Il y a des dépliants de la Banque du Canada concernant ça pour savoir comment voir si c'est un faux billet ou non. Il faut que les gens sachent qu'au code criminel, le fait d'utiliser de la fausse monnaie, c'est une infraction criminelle. Donc, quelqu'un pourrait être arrêté pour avoir utilisé de la fausse monnaie. Donc, assurez-vous de faire très attention à ça et d'être vigilant par rapport à la fausse monnaie qui pourrait vous être donnée. Je vais vous parler d'un autre aspect qui est assez dangereux au niveau de l'ordinateur, c'est l'utilisation de la webcam. Vous avez sûrement entendu parler qu'il y a des pédophiles ou d'autres personnes qui vont essayer de rejoindre les jeunes pour essayer d'avoir des images compromettantes de ces personnes-là. Ce n'est pas nécessairement des pédophiles non plus. Ça peut être quelqu'un, un fraudeur, un arnaqueur, qui, lui, va réussir à convaincre la personne, mettons, de montrer son corps nu à la webcam en se faisant passer pour quelqu'un. Puis là, un coup qu'ils ont obtenu ces images-là, bien, la victime, elle peut être victime de chantage. Fait que le fraudeur, ce qui va arriver, il dit, regarde, j'ai ton nom, j'ai tes images de toi, t'es nu, je vais m'en servir, si tu me donnes pas telle somme d'argent. On vit ça, on a des appels par rapport à ça. Il faut que les gens soient très prévenants et il faut qu'ils fassent attention qu'est-ce qu'ils font devant une caméra. Il faut que les gens comprennent que tout ce qui est filmé, qui s'en va sur Internet, va toujours être là, va pouvoir toujours être réutilisé par quelqu'un et peut être utilisé à mauvais escient. Okay? On peut être victime de chantage, on en a vu de toutes sortes, et des fois, ça démarre très mal la vie quand on est victime de ça. Il y a juste à comprendre que, à un moment donné, un jeune veut plus tard vouloir avoir un emploi quelque part, et maintenant, presque tous les employeurs vont aller sur Internet, ils vont vérifier l'identité de la personne, ils vont aller sur sa page Facebook. Écoutez, c'est sûr que si vous mettez des photos compromettantes,
l'employeur, il a le choix entre vous et une autre personne, puis que l'autre personne n'a pas de photo compromettante sur son site, bien, comme toute personne normale, il va choisir la personne qui lui semble la plus correcte pour travailler dans son organisation. Donc, on peut tous être victimes de ça. Il faut faire très attention quand on nous demande de nous déshabiller devant la caméra, devant la webcam. Et il faut faire attention aussi dans nos pages Facebook, quand on décide de mettre nos photos de voyage ou nos photos de nos parties avec nos amis. Parce que même si on les retire la journée d'après, s'il y a quelqu'un qui l'a pris, cette photo-là, ou cette vidéo-là, puis l'a emmenée, lui, puis qu'il l'a déjà transféré ailleurs, vous ne pourrez jamais faire en sorte de les enlever de là. Ils sont là pour toujours. Donc, ça peut vous nuire éventuellement. Il faut vraiment y penser. Concernant les fraudes, comme toutes les fraudes que je viens de mentionner, il est important que le citoyen prenne des démarches préventives pour éviter qu'il se fasse avoir, parce que je vais vous dire, là, avec les dossiers qui nous passent sous la main, des fois, c'est juste quelques centaines de dollars, mais bien souvent, c'est des milliers de dollars. Et il est important de comprendre que le fraudeur est très loin d'ici. Donc, des fois, ils sont en Afrique ou en Asie. Donc, c'est pas facile à enquêter et bien souvent, c'est impossible pour le policier de récupérer l'argent que vous avez perdu. Donc, soyez préventifs. Et j'aimerais vous remercier de votre attention. C'est un plaisir pour moi d'avoir discuté de ce sujet avec vous. Merci.